Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Back Issues avec une sélection de comics VO, puisque ça fait longtemps qu'on vous a pas fait un petit peu de points sur ce qu'on avait pu lire en VO tout récemment. Donc on va revenir sur des titres sortis au courant de l'été ou en ce début de rentrée, là, au mois de septembre, avec du super-héros, un petit peu, on va dire, des ersatz de super-héros et surtout beaucoup d'indés quand même. Hein. On est quasiment sur techniquement, on est sur du 100% full indépendant puisque ni Marvel ni DC Comics ne seront abordés dans cette émission parce que les comics indés, c'est le feu en général, même si tout n'est pas forcément excellent ou génial, mais c'est pas grave, l'important c'est d'être curieux. Corentin est avec moi. Salut, ça va? Il ne parle pas très fort. Salut, ça va? Oui, voilà, c'est mieux quand même. Ah oui, c'est beaucoup mieux, là, je sens la différence. Très bien, écoute, tu vas bien? Je suis fatigué, toi? Comme toujours, il faudra trouver une autre forme de réponse un jour. Je suis fatigué, j'ai pas dormi, est-ce que j'ai lu des comics pour le podcast? C'est vrai que j'ai fait ça, effectivement. Ah bah, et toi alors, ça va du coup? bien. Tu m'as pas répondu. Bah moi j'ai lu des comics aussi pour le podcast. C'est vrai, tu vois, les gens savent maintenant. Et ils s'en trouvent fort heureux. Je le pense aussi. Ils sont heureux. Après, ils se demandent, figure-toi que j'ai mangé la première raclette de l'automne ce week-end. Déjà? T'es rapide, toi. Bah écoute, c'est la famille, ils étaient motivés, donc ils ont voulu. Voilà, je pense que ça, par contre, les gens sont vraiment heureux de le savoir. Ça explique ton teint. Non, ça c'est parce que je suis jaune naturellement. Corentin, on va commencer tout de suite, sans fioriture, à vous parler de Vanish. Un titre de lessive, effectivement. Est-ce que c'est un titre qui t'a lessivé? C'est sorti chez Image Comics sous label KLC Press. C'est le label monté par Donny Cates et c'est un titre donc qu'il réalise en compagnie de Ryan Stegman, qui était son dessinateur fétiche sur Venom. Au programme de la magie, des monstres, des petites bribes un peu de super-héros et un titre qui sent beaucoup les années 90. Beaucoup, mais en même temps, Donny Cates, c'est pas nouveau, a toujours été un bon digéreur. Ça ne se dit pas, un bon digestif non plus. Un mec qui sait bien digérer les années 90. Un petit shot de Donny Cates, s'il te plaît. Hop. C'était justement l'une des forces de son run sur Venom, en tout cas de la fin de son run sur Venom, qui était justement cette espèce d'apologie de Spawn, comme pour Crossover, où il y avait des éléments qu'il avait pris dans les années 90, et dans l'histoire du comics indé en général. Alors là, on est plutôt sur une sorte... Ça commence comme une lecture très premier degré et très années 90 du coup de ce qui se passerait si on suivait la logique de J.K. Rowling sur Harry Potter. C'est-à-dire, vous avez peut-être déjà vu passer cette théorie qui dit qu'en fait Harry Potter c'est pas un héros du changement, c'est pas un héros de la transition comme peuvent l'être des Luke Skywalker ou autre, c'est pas un révolutionnaire puisque son rêve après avoir fait Poudlard c'est de devenir un flic et de cavaler après les méchants pour les buter et faire en sorte que l'ordre établi reste bien comme il faut et tout, et que les racistes, enfin je veux dire les gens qui n'aiment pas les moldus, etc. Là c'est exactement la même chose puisqu'on a littéralement une école de magie, hein, c'est comme tu l'as dit un monde avec de la magie, qui évolue un peu à part du monde réel, voire très à part du monde réel, et dont les conservateurs qui dirigent un petit peu cette société-là refusent de se mélanger à ce qu'ils appellent les citoyens, enfin la citizenry. Il y a un Voldemort qui arrive, qui est donc l'ancien meilleur élève du Dumbledore local, pour foutre la merde, pour tout raser, pour tuer tout le monde, sauf ceux qui voudront bien se rallier à lui. Et on t'explique rapidement qu'il y a un héros de la prophétie. Donc le fameux Chosen One. Voilà. Bon, alors, pour pas gâcher quoi que ce soit, parce qu'il y a un élément de surprise un peu comique, un peu Marc Millarien, on va dire, au niveau du shock value, en milieu de numéro, mais effectivement, on voit très vite que la série va parler en fait de comment un élu peut prendre le mauvais chemin, puisque justement la partie super-héros que t'évoques est abordée assez rapidement, c'est qu'en fait les suiveurs du Voldemort local sont allés sur Terre et utiliser leur pouvoir magique pour devenir en fait des super-héros. Donc ça parle un peu de la rédemption aussi, enfin ça va parler je pense de la rédemption de ce groupe de premiers méchants, des zones grises qu'on peut avoir dans un récit aussi manichéen qu'un Harry Potter ou qu'un Star Wars ou quoi, et du fait que lui, à l'inverse, le héros ne va jamais réussir à abandonner sa mission originale qui était de traquer les méchants, même si les méchants sont devenus un peu mieux. Et limite, on peut se demander s'il y aurait pas un propos par rapport à ça sur le côté est-ce qu'on a le droit de changer, est-ce qu'on est condamné à être ce qu'on était dans le passé, est-ce qu'on peut se racheter, mettre des super méchants au service du bien et leur laisser se réinventer et tout. Il y a un truc un peu sur la fatalité en fait de ton destin, tu sais. Oui, tout à fait. Ouais. De toute façon, là, le héros est ouvertement. De toute façon, je me demande s'il n'y a pas
un passé de toxico chez Donny Cates, je sais pas, parce que déjà chez Venom, il y avait dès les premiers numéros cette réflexion sur le côté, il prenait des cachetons pour éteindre les voies intérieures, Venom, allégorie de l'addiction et tout. Là, c'est pareil, on a un héros qui est ouvertement alcoolique, qui prend des cachetons et qui, quelque part, en fait, fait ça parce que sa vie manque de sens, maintenant parce qu'une fois qu'il passe dans le vrai monde, après avoir sauvé son monde magique, il a plus vraiment de but, plus vraiment d'objectif. Et le fait de voir réapparaître les super vilains qui du coup maintenant sont des super héros, ça va lui activer une sorte de côté un peu comme tu dis fataliste, vengeur. Son rôle va être de devenir le super méchant de cet univers là. Donc c'est plutôt intéressant. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Ouais, déterminisme. Tout à fait, c'est plutôt intéressant, c'est plutôt bien fait, c'est bien dessiné. Alors on peut trouver à redire sur les designs de Donny Cates qui voilà, c'est un élève Dorian Stegman, pardon. C'est un élève de la génération Image, effectivement, comme Capullo. Donc, ça va s'adresser plutôt, comme on l'a plusieurs fois dit, à cette niche de fans-là. Même s'il y a une façon intéressante, notamment dans le costume du coup, il a pas de nom. C'est pas Vanish, le nom du personnage principal, mais le nom de ce super méchant qui va amalgamer un peu, justement, l'école années 90, très Spawn, justement, avec les yeux qui brillent, le côté ange et démon et tout, et une iconographie de super-héros beaucoup plus traditionnelle, notamment avec l'espèce de, alors j'ai oublié son nom, celui qui a des réacteurs aux pieds, l'espèce de gamin qu'on voit au début, qui lui pour le coup voilà ferait peut-être plus justement Capullo, Robin, Superboy un peu et tout. Donc voilà, enfin j'ai envie de dire, moi je suis plutôt conquis pour l'instant, je trouve la réflexion intéressante, ça a l'air beaucoup moins con que ce qu'on pensait. Encore une fois, Donny Cates arrive à trouver un petit peu les bonnes idées dans son hommage construit aux générations, à la génération des comics Image première époque. L'idée de faire un Harry Potter très sérieux, c'est un truc qu'on avait déjà vu chez moi, notamment dans la Ligue du Gentleman Extraordinaire. En fait, on prenait Harry Potter comme une sorte, pareil, justement déterminé et tout puissant, à éradiquer en fait à la fois l'espèce des sorciers et l'espèce des mutants, un peu comme une sorte de Jeffrey Dahmer ou de djihadiste, ce que tu veux, voilà. Là, on est un peu sur le même truc, mais c'est moins punk, c'est moins bourrin, c'est quand même plus développé, plus scénario de série télé, un peu HBO, tu vois, avec le héros gris qui assume d'évoluer dans la noirceur, parce que c'est son but, en fait, voilà, et lui, il croit pas à la rédemption et tout. Donc déjà, pour un truc qui avait l'air quand même un peu couillon quand on avait vu les premières planches, moi, je trouve que pour l'instant, ça démarre pas trop mal. Pareil, tu vois, dans l'hommage, on voit que l'un des personnages principaux, il a le I de Image Comics, mais à l'envers, avec une sorte de point d'exclamation, un petit peu comme ça pouvait être le cas dans Invincible avec l'effet inverse. On voit aussi une sorte de Batman un peu snyderien, un peu la chose, un peu Thor aussi, une sorte de, alors j'aurais du mal à dire quelle est l'inspiration, mais donc voilà, ça va être un jeu de massacre. Il va passer de personnage en personnage, chacun va lui expliquer mais non, j'ai changé, en fait j'ai essayé de me racheter, il va quand même les buter parce que c'est le héros / le méchant, donc c'est prévisible. Mais attends de voir quand même. Je pense que ça va être ça. Après, j'aurai peut-être surpris. Voilà. Mais en tout cas, tel cas, je trouve que le propos est plutôt sympathique. Ouais. Voilà. Après, ça fait quand même partie de ces titres qui font le revival graphique des comics Image Topco des années 90. Donc, si vous avez kiffé les délires récents tels que Noctera, We Have Demons et tout ce genre de choses-là, ce sera, pour moi, ça va quand même dans cet esprit-là du comics indé actuel. Mais pour moi, c'est mieux incarné, parce que peut-être que exemple que tu cites Noctera et We Have Demons, ça a les défauts d'être mal écrit. Moins bien écrit. Je le pense sincèrement, je pense que il y a plus d'opportunisme chez Snyder à faire ça que chez Donny Cates qui Kids Love Chains, KLC, son truc avec Spawn. Enfin, tu vois, c'est vraiment en fait un gros amoureux de ça. Et quand on voit pareil avec Banner of War, c'est typiquement des trucs. Lui, c'est un enfant de cette école-là. Ça lui plaît. Mais il a envie de le restituer, mais il a aussi. Ouais, mais un tout petit peu plus vieux. C'est peut-être une question de comment t'es édité, comme tu l'avais dit, ou comment tu penses tes histoires. Là, je trouve ça quand même plutôt bien canalisé. Il y a un élément qui fait très Snyder ou Mark Millar, c'est voilà, exactement, tu vois de quoi je parle, qui là pour le coup, c'est vraiment de la beaufrie années 90. Après, à la lecture, c'est marrant. Oui, voilà, à la lecture, c'est plutôt marrant. Donc plaisir coupable peut-être, mais à mon sens, c'est quand même voilà, c'est dans ce qui se fait par rapport à ce revival, je trouve que ça part bien. Très bien. On continue d'ailleurs du côté de Image Comics avec Old Dog, le premier numéro de la nouvelle série du grand Declan Shalvey, un titre d'espionnage et d'action dans lequel un ancien agent quasiment à la retraite en fait se retrouve pris à aider ses collègues pour une mission
qui tourne plutôt mal, et à son réveil, en fait, on lui propose de reprendre du service avec un coéquipier un peu surprenant. Donc, Corentin, qu'est-ce que tu peux me dire de ce titre, hein, sachant que Declan Shalvey, du Moon Knight notamment, oui, Bob Bodies, Time Before Time aussi, qu'il a écrit. Très bonne histoire en l'occurrence. Là, c'est un peu moins le cas. Je trouve ça pour l'instant extrêmement. Après, il y a que le premier numéro. Hein. Ouais, c'est convenu. Là, on est vraiment dans le convenu, c'est-à-dire que c'est pas mal écrit au sens où, donc comme tu l'as dit, c'est un agent à la retraite, enfin à la retraite non, qui a été assigné à un bureau il y a 15 ans parce qu'une mission a très mal tourné, et que maintenant on envoie pour faire des tafs de tactical, de monitoring. C'est ça, voilà, où il est dans un van à surveiller ce que fait un espion, un agent, un asset, comme ils disent dans la BD. Bon, pour ça c'est pas mal écrit, tu vois, il y a un côté réaliste, même très pragmatique par rapport au tout le fantasme qu'on peut poser sur les espions. Et on voit en parallèle une mission justement de ce qu'on pense être l'espion qu'il est là pour monitorer. Bon, on s'apercevra que c'est plus compliqué que ça. Là, pour le moment, à part le côté très classique en fait de l'agent qui va être recruté par la fameuse organisation super secrète et tout, parce qu'il a des capacités super secrètes et super puissantes et tout, je trouve qu'on n'est pas encore vraiment dans un truc extraordinaire. Le dessin est beau, parce que c'est Declan Shalvey, c'est normal. Par contre, par rapport à toute la promo qui avait été faite par rapport à ce projet, là, limite, j'ai envie de dire, justement, ça pourrait être un comics des années 90, plutôt fin 90, parce que c'est quand même plutôt bien écrit. Enfin, il y a pas de grosse fioriture, il y a pas de gros effets de manche, il y a pas de sauver le monde. C'est vraiment, par contre, un truc qui fait très paramilitaire, très super soldat, super espion. Bon, il y a effectivement, comme tu dis, ce personnage qui va lui servir de coéquipier et qui sera probablement le moteur narratif de la série, et l'identification du personnage passera par là. Mais là, moi, j'ai pas vraiment pris une part, tu vois. Je trouve ça bien que Shalvey continue à écrire. Après, c'est pas un scénariste qui, pour moi, est aussi doué que le dessinateur. Enfin, si je devais sélectionner, je dirais que Shalvey est un meilleur dessinateur qu'un meilleur scénariste. Bob Bodies, c'était bien, par exemple, mais c'était pas extraordinaire. Là, je trouve ça bien, mais sans plus, tu vois. Si j'avais pas la curiosité de voir où ça va, je pense que je pourrais même m'arrêter au premier numéro. Ah ouais. Ouais. Ah, à ce point, ok, je trouve qu'il y a quand même des. Après, c'est vrai que le concept, en fait, tant que ça va pas plus loin que la proposition de base, en fait, tu peux te dire, ouais, mais en fait, qu'est-ce que tu vas me raconter, parce que t'as pas l'impression de sortir, et en effet, de sentiers que t'aurais pas déjà vu. Mais je trouve que c'est quand même vachement intéressant. Graphiquement, je trouve que c'est quand même assez. La page que tu feuillettes là justement a une idée qui est assez cool par rapport à l'effet du son, on va dire, et de la bulle vide. Ça, faut voir s'il s'autorise à aller plus loin. Mais même, tu vois, l'introduction de ses capacités, je trouve ça un peu bâclé, tu vois, on comprend pas exactement comment ça se fonctionne et tout. Quand il est au lit, qu'il se réveille et qu'il change de visage l'espace d'une seconde, tu vois, c'est pas exactement très clair. Oui, ça c'est vrai, ouais. Du coup, je sais pas, enfin, c'était plus par rapport à tout ce côté, Shalvey revient, ça va être ambitieux, on avait vu tout le teasing et tout. Oui, après, tu peux pas lui reprocher d'avoir, appeler ses potes pour leur dire, vas-y les gars, on veut faire une petite campagne de marketing virale à moindre coût. C'était quand même plutôt rigolo. Je suis d'accord, mais il aurait peut-être dû plus faire ça pour une série plus personnelle ou plus ambitieuse, que là, effectivement, a l'air quand même un peu du déjà vu. Après, ça veut pas dire que c'est pas bien, hein. Si vous avez pas encore lu ou d'histoire dans ce genre-là, ça peut être très sympathique. Moi, j'ai peut-être plus d'habitude par rapport à ça. Oui, parce que t'es un vieux lecteur aigri. Je suis pas forcément aigri, non. Je trouve ça beau, je trouve ça pas forcément mauvais, mais c'est pas l'indispensable, quoi. Ouais, pas du tout. Clairement, ce que dirait un lecteur aigri. Allez, on continue. Il est content, tu sais. C'est facile, c'est facile. Corentin. C'est ça. Tu peux pas trop te défendre. Allez. J'ai plus aimé Vanish que toi, je pense. Oui, ça, par contre, c'est clair. Oui, voilà. Oui. Les tâches se sont évanouies. Super, bravo. Allez, Corentin, du côté de Boom Studios à présent, on reviendra chez Mage un petit peu après. Du côté de Boom Studios, on vous parle d'une série qui s'appelle Briar. C'est un titre de fantasy un petit peu post-apocalyptique qui nous est écrit par le bon Christopher Cantwell et qui nous est dessiné par Germán García d'ailleurs, très bon dessinateur, pas de jeu. Ouais, et en fait qui va nous expliquer, qui commence un peu comme une redite du conte de La Belle au Bois dormant, sauf que en fait La Belle au Bois dormant, une fois qu'elle s'est endormie, le prince, au lieu de l'embrasser pour la réveiller, se dit non, en fait j'ai qu'à épouser une meuf qui dort, comme ça elle me posera quand même beaucoup moins de problèmes pour gérer le royaume et tout ça. Et le temps passe, et beaucoup de choses ont changé. Et pas mal. On aurait pu s'imaginer. Et voilà, et des siècles après, en fait, Briar va se réveiller dans
dans un monde, dans un royaume qu'elle ne reconnaît plus, où tout est cassé, tout est tombé par terre. Il y a des démons un petit peu partout, des peuples cannibales. Donc voilà, un croisement des contes de Perrault avec l'univers de Mad Max. C'est quelque chose moi qui m'a fait un petit peu penser à du Conan. Là, du Conan, ouais, et aussi un peu de Coda quelque part personnellement, ouais, notamment avec le style de German qui ressemble un peu à ce qu'avait fait c'est pas Mathias idiot, Bergara. C'est pas idiot. Moi, ça me faisait penser au niveau des effets de cheveux qu'il fait pour les nanas du Otto Schmidt aussi un peu. Mais German Garcia, c'est aussi lui qui avait fait le crossover Barbarella Deja Thoris, qui était une superbe petite histoire de Léa Williams. Voilà, un petit crossover entre deux aventurières spatiales, on va dire, qui était très beau aussi à regarder. Je sais pas si c'est édité en France, j'en doute un peu. Je ne crois Mais pas. si ça vous intéresse de découvrir ça, vous pouvez essayer de le chercher en numérique VO, ou en papier VO d'ailleurs. Donc effectivement c'est pas mal. Là on est sur une proposition qui pareil fait un peu convenu dans le sens où à la fois c'est original, à la fois on a eu beaucoup de réinventions, de relectures des contes de fées en comics. Voilà, enfin je sais pas, c'est Fables par exemple, c'est pas mal. C'est quoi C'est une BD. Je connais pas moi. C'est une BD avec des contes de fées. Ah bon? Ouais. Il y a aussi Zinscope qui fait ça, les steampunk, Blanche-Neige. C'est moins fun. C'est moins fun, ouais. Non mais en l'occurrence, comment dire, c'est bien, en fait c'est bien écrit, c'est bien rythmé, c'est bien narré, c'est un peu surprenant parce qu'il y a un twist par rapport au sort même de Briard, donc Briard qui est le nom effectivement de Aurore, la Belle au Bois dormant, au fait que un personnage mystérieux va quand même se réveiller grâce à un baiser. C'est pas un spoiler de dire ça, évidemment, dans les contes elle se réveille comme ça. Bon, on voit très bien venir le twist, enfin le renversement qu'il va faire par rapport à ça, mais non, pour l'instant c'est bien, enfin c'est un univers qu'on a envie d'explorer. C'est plutôt joli, il y a le côté désespéré, il y a le côté un peu fantasy noir, où on te dit clairement qu'on peut arracher une meuf dans une taverne et la vendre comme esclave sexuelle, comme ça, au calme. On te rajoute des espèces, un folklore, un bestiaire, quelque chose d'un peu, là pour le coup vraiment fataliste, dans l'idée qu'il n'y a pas de combat contre le bien et le mal et que l'existence même de Bréard pourrait être un problème. Un propos effectivement sur ce côté un peu ce qu'avait essayé de faire Maléfique, le côté un peu patriarcal du roi et du prince en fait, qui n'ont absolument pas pour vocation de réveiller la fille. Un côté un peu bestial avec le combat contre le rat géant par exemple. Ça va être assez violent aussi, ouais, ça va être un voyage d'apprentissage d'une princesse qui va devenir la Conan le barbare de son univers, ou une guerrière un peu frappée par le sceau maudit de cet univers-là. D'ailleurs je me demande pourquoi il n'y a pas Maléfique dedans. Parce que techniquement c'est elle, le ping, le comment ça s'appelle, le truc de la machine à coudre, le métier à tisser. Métier à tisser, mais le pic c'était l'aiguillon. Ouais, c'est ça. Ouais. L'aiguillon. Donc oui, non, c'est plutôt pas mal. J'admets que je sais pas exactement ce que Cantwell va faire là-dedans, parce que connaissant un peu ces thématiques par rapport à la santé mentale, par rapport au labyrinthe de la réalité et tout, je serais assez curieux de voir jusqu'où il va nous emmener. C'est assez clair en fait pour Cantwell, tu vois, il y a un début, un milieu, une fin. C'est assez, oui, c'est parce qu'en même temps c'est assez dense. Il y a quand même. Ce qui est bien, c'est que c'est pas un rythme de narration qui est décompressé, donc il se passe quand même beaucoup de choses et on n'a pas juste le pitch de départ. Il se passe quand même pas mal d'événements pour Briard. Mais ouais, c'est vrai que par rapport à ce que Cantwell a pu faire d'à côté, que ce soit Everything ou She Could Fly notamment, c'est très très accessible. Même The Mask, hein. Ouais. Mais ça fait un peu Iron Man quelque part. Ça fait un peu Rick Remender, je trouve, ce début d'histoire, tu vois. Alors, Rick Remender écrit rarement sur des trucs qu'il ne possède, enfin qu'il n'a pas totalement inventé. Mais l'idée, tu vois, de la princesse dans un monde très cruel, très bestial, très sauvage, avec ces péripéties et ce côté, ce rapport à la violence. Et au pessimisme, parce que c'est une histoire qui pour l'instant part quand même comme quelque chose d'assez pessimiste. Ça me fait un peu penser à ça, donc si c'est votre cam, n'hésitez pas à y aller. Surtout on peut insister, effectivement, c'est très beau, les dessins sont assez jolis, il y a vraiment un coup de crayon très léger par rapport justement à la violence de cet univers. Puis après par rapport à ceux qui kiffent ça, celles et ceux qui kiffent ça, il y a un nombre de couvertures variantes assez incroyable, et il y en a vraiment des très 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 jolis. C'est un univers a priori qui a inspiré pas mal de monde. Ouais, puis tu sais, c'est le côté pas beaucoup, enfin c'est du suggéré, enfin il y a un côté un peu impressionniste, c'est genre quand son château emprisonné par la végétation, c'est pas ultra détaillé, pas ultra horrifique, par contre tu sens un petit peu le poids justement du temps qui est passé, les façons de combat avec le rat, c'est voilà les membres super, c'est là que c'est fait un peu Otto Schmidt justement, les membres super, c'est un peu triangulaires au bout et tout, donc enfin c'est un bon coup de crayon, je trouve. Moi j'ai hâte de voir la série en entier, pour l'instant Cantwell m'a jamais déçu, donc voilà,
Alors, Voilà. allons-y. Encore une bonne série que vous pourrez retrouver chez Boom Studios, et c'est l'occasion de vous rappeler que dans nos podcasts Back Issues en VO, vous avez des liens dans la description du programme, et vous pouvez, si vous n'avez pas peur de passer commande en ligne, eh bien vous pouvez les prendre s'ils sont disponibles, bien entendu, chez nos amis de Comic Zone à Lyon. De cette façon, vous pouvez soutenir à la fois notre podcast et une boutique de comics indépendants, ce qui fait d'une pierre deux coups, et c'est quand même plutôt sympathique. C'est vrai que c'est sympathique de faire d'une pierre deux coups. Ouais. Tu vois, moi, j'ai reçu une pierre une fois, j'ai fait 2 coups, j'étais en mode genre, sympathique. C'est vrai, hein, sympathique, c'est plutôt sympathique. Plutôt chouette. Ça. J'ai fait 3 coups, je me dis genre, waouh! Ça, c'est encore mieux que sympathique. C'est vrai. C'est génial. Quand tu fais C'est top. Quand tu fais d'une pierre 1000 coups, waouh. Alors là, c'est, paraît que c'est possible. on ne peut pas. Mon frère, il l'a fait. On ne peut pas faire 1000 coups, 1000 pierres une fois. Allez, Corentin. On peut faire 1000 coups. 2000 pierres. Vas-y. On ne peut pas. Allez, Corentin, dis-moi par contre ce que tu as pensé de l'unique sortie Valiant du mois passé de septembre, qui était le premier numéro de Bloodshot Unleashed de Dennis Camp et de John Davis Hunt, donc dessinateur qu'on avait vu chez Valiant précédemment sur le Shadowman de Cullen Bunn, et c'était vachement bien, et qu'on avait pu voir avant sur The White Storm de Warren Ellis, ou encore Clean Room de Gay Simon. Moi, c'est un artiste que je crois suivre depuis ses débuts au final, et que j'ai toujours beaucoup apprécié pour son découpage et son style un petit peu à la Quietly. La Darrow, par contre, là, Arnaud. La Darrow, c'est complètement du Darrow. Les contours, là, c'est complètement du Darrow. Les effets de particules, c'est complètement du Darrow. Moi, alors, franchement, si tu rayes le nom sur la couverture tu mets Geoff Darrow, je pense que personne n'aurait vu la différence. Sincèrement, c'est vraiment incroyable le travail d'imitation ou d'héritage qui s'est fait, quoi. Darrow, pardon. Autant pour moi. Avec John Davis Hunt. Après, c'est plus par rapport à certains découpages et scènes d'action de The White Storm qui, pour moi, étaient comme celles de Quietly dans Jupiter's Legacy, mais ok. Pourquoi pas? Darrow, ça se vaut aussi. De toute façon, les deux sont assez proches aussi, mine de rien. Tu crois? Ouais. Non. Si, un petit peu, quand même. Quietly aurait été influencé par Darrow? Bon. Raconteur. Enfin. Fadaise. Voyons. Donc, nous disions, Dennis Camp, John Davis Hunt pour cette nouvelle mini-série. Je crois que c'est une mini-série. Bloodshot Unleashed. On présente le personnage très rapidement. Il a une nouvelle mission, en fait, parce qu'il se rend compte que le programme, en fait, dont il est issu, puisque Bloodshot à la base c'est un militaire dans lequel on a infusé des nanites qui lui permet de se régénérer. En fait, s'aperçoit que on lui explique que ce programme-là, en fait, a fait plein d'autres super soldats qui sont un peu tous partis en couille. Et maintenant, sa mission, justement, c'est d'aller à la rencontre de toutes les autres super armes du gouvernement américain et de les dessouder, forcément avec beaucoup de violence, de gros guns, de bastons. Et le fait est que comme quand il se fait tirer dessus et qu'il perd des membres, il peut se régénérer, forcément c'est très sanglant aussi. Corentin, c'est plutôt fun, ça défouraille bien. Est-ce que c'est mieux que cela encore? C'est très bien, c'est un très bon premier numéro. Après je pense que j'ai tout dit en disant que ça ressemblait beaucoup trop à du Darrow, ce qui fait que moi je suis naturellement conquis par ce coup de crayon. Qui met bien les bonnes gerbes de sang, qui met bien les bonnes douilles au sens propre, et qui sort les gros flingues anormalement gros quand il faut. Là, c'est rigolo parce qu'il y a un côté un peu très cynique dans justement l'approche du projet Super Soldat, où là on n'est plus du tout dans le côté Weapon Plus, c'est vraiment juste écoute, on a créé des monstres, le gouvernement en a rien à foutre, moi du coup officiel du gouvernement je vais trahir parce que sinon ils vont tuer trop de gens. Et quand Bloodshot rencontre l'un de ces super soldats, c'est clairement un propos très anti-militariste, très anti-facho, très anti ce que tu veux, dans le côté, une fois que t'as un flingue, tu penses que tu peux éliminer toute vie à ton bon vouloir, en prétextant qu'il y a toujours une menace potentielle au bout. Donc effectivement, je crois que c'est même pas trop mal écrit, je connais pas du tout le travail de Dennis Camp. Mais il a fait Agent of War 2, notamment chez Scout Comics, qui est aussi dessiné par le russe, l'autre fils caché petit-fils de Geoff Darrow. Tu cherches son nom. Donc effectivement, ça c'est cool. Le côté désespéré de Bloodshot qui maintenant est officiellement suicidaire, c'est bien aussi. En fait, c'est carré en fait. Du coup, il y a pas forcément grand-chose à déconnecter. C'est le synopsis que tu as décrit en bien fait, avec justement suffisamment de gouache, suffisamment de parti pris et un désespoir, ou plutôt une envie de s'amuser avec un truc très violent et très sérieux qui est donc les vrais tarés de l'armée, les vrais mecs qui commettent des atrocités dans les pays en guerre ou dans les pays chauds en général, qu'on peut
là utilisée comme une vraie figure super méchant, et comme elle nous évoque des trucs réalistes, elle nous fait forcément un peu plus peur, surtout que le gars, lui, il tue avec le plaisir, tu vois. Et Bloodshot, bah effectivement, lui qui a toujours été une arme, c'est une arme qu'on pointe dans une direction, qui effectivement est suicidaire, donc un peu comme tout à l'heure on disait, ça lui donne une sorte de mission salvatrice. J'ai pas forcément reconnu le Bloodshot très compliqué, très intérieur de l'émir évidemment, mais là il a disparu celui-là. Je trouve que pour un héros d'action justement suicidaire, qui se passait torturé, etc., on s'accommode assez vite en fait du nouveau statu quo. Graphiquement, c'est effectivement la tuerie au sens propre. Il y a un côté d'ailleurs un peu comme il y a un côté d'ailleurs un peu comme je parle n'importe comment. Il y a un côté d'ailleurs un peu comme le Docteur Vaudou, le Shadowman. Ouais. Tu sais, où le côté un numéro, une menace à défourailler, ouais. Voilà. Là, ça va être ça aussi, j'imagine. Ça va être un numéro. Ça peut prendre. Après, il y a 27 super soldats à non, mais il fera un prix gros. Buter, ouais, voilà. Et il y a pas autant de numéros de prévus, donc. Je pense qu'il y aura des scènes d'intro, il en tuera 4-5, et après on dirait, voilà, ça c'était le résumé des épisodes précédents. Ou peut-être que ça va aller dans une autre direction aussi, hein. On n'est pas à l'abri de se laisser surprendre. Donc après, voilà, moi, ce concept-là, il me plaît, le dessin me plaît, le scénario me plaît, l'écriture, je trouve ça effectivement plutôt bien fichu par rapport au côté très série Z et très action qu'on nous promet. C'est dans les thématiques conventionnelles de Bloodshot, et c'est bien. Voilà. Voilà, c'est au moins Valiant ne sort que un single issues par mois, mais au moins c'est du bon single issues et ça laisse entrevoir sûrement dans la seconde moitié de 2023 qu'il y aura au moins, on l'espère en tout cas si ça se maintient sur cette durée, d'avoir un bon album de Bloodshot pour Bliss Edition. Et puis c'est le bon choix de dessinateur. Ah bah là, ce genre de projet, tu vois. Quand t'as un héros sûr. qui peut prendre dans la gueule et qui peut se détériorer physiquement, il faut des mecs comme ça, il faut des Peralta, il faut des Davis Hunt, il faut effectivement l'artiste russe dont tu me parlais, ou bien Juan Roseri. Je liste tout là, tu vois, consciemment tous les héritiers de Jeff Darrow. Mais ouais, non, franchement, moi, le Shadowman, à la limite, je trouvais qu'il y avait un petit manque de structure ou de surface, d'épaisseur. Là, justement, comme ça joue avec la violence, comme ça joue avec le politique, comme ça joue avec l'héritage de Valiant, tu sens qu'il y a une sorte de relief un peu supérieur à ce qu'ils ont fait récemment. Un peu comme le Ninjak de Pulido, justement, où ils trouvaient, avec l'accord dessin scénario, un petit souffle que toutes les séries Valiant récentes n'avaient pas, quoi. Puis le dénouement de Super Union, enfin, la fin du combat, je la trouve vraiment très marrante, pour le coup. Vraiment, c'est ça, voilà. Fan. C'est un truc de série B qui s'assume très bien. Très bien. Donc voilà, donc c'est Bloodshot Unleashed, c'est chez Valiant et c'est chouette. Bah, pour l'instant, de toute façon, on a quasiment que des bonnes lectures, sauf Old Dog qui demande encore à laisser un peu de temps pour convaincre. Et on continue, Corentin, retour chez Image Comics avec un de nos héros favoris, le Shirtless Bear Fighter, qui est de retour. Nouvelle mini-série, toujours pilotée par la même équipe créative, Jody Le Hupp et Nick Vendrell. C'est toujours très très con, toujours très marrant, et il y a toujours ce mec qui se balade à poil pour taper des ours. Alors forcément, on est client. Ah oui, on est très client, mais ça va pas changer, hein. C'est d'ailleurs marrant, c'est un propos qui revient dans ce podcast, le côté le soldat qui n'arrive pas à arrêter d'être en guerre. Comme pour Vanille, il est trop marrant, comme pour Vanish, comme pour Bloodshot et tout, sauf que là sa guerre, c'est contre les ours. Ouais. Où on parle de bearoristes, de la guerre on bearer, la war on bearer, où vraiment voilà, c'est on pousse tous les potards les plus cons le plus loin possible, parce que c'est la même blague en fait, hein. Cette série, elle tient sur une blague, mais qui va décliner sous toutes les formes possibles. Tu vois, genre là, les missiles, alors normalement, c'est les missiles sol-air. Là, c'est les missiles sol-ours. Tu vois, du coup, c'est, tu as surface to bear. Mais toute la mythologie de ce délire avec les ours était déjà trop marrant dans la première mini-série. Avec Ursa Major, Ursa Minor, tu as dû kiffer, un tardigrade en plus. Bah, bien sûr. Ah, attends. Et en plus, il arrive à le tuer, alors que c'est pas normal. Surtout que là, c'est très logique, puisque le nom commun, en fait, des tardigrades en anglais, c'est water bear. C'est les ours d'eau, et donc c'est pour ça que, c'est pour ça qu'ils le mettent dedans. Et c'est trop marrant. Mais donc oui, alors là, effectivement, moi, tu vois, c'est pareil, il y a des moments d'humour absurde, même quand sa mère ours, il demande à sa mère ours pourquoi mes parents m'ont abandonné, et qu'elle lui dit je sais pas, je me suis souvent posé la question, et il répond mais est-ce qu'il y a un truc qui est bizarre à mon propos, tu vois, c'est juste une case comme ça où tu vois un enfant, donc du coup qui doit avoir 9-10 ans, avec une bite énorme et une grosse beubare. Même quand il le voit bébé, il a la grosse beubare. Ouais, ça, il est né avec la grosse barbe. Voilà, là t'as l'hommage aussi à Karate Kid avec Monsieur Miyagi qui est voilà. Mais c'est pareil quand il arrive au dojo et qui dit cherche pas les emmerdes, et que t'as les deux ours qui se mettent en position de combat karaté en mode genre et pourtant tu viens de les trouver les emmerdes. Il y a un truc tellement con, voir un ours parler et faire du karaté, enfin c'est génial quoi, c'est super marrant.
Bon, après, voilà, il faut adhérer à ce type d'humour, hein, parce que Oui, c'est ça, voilà. C'est débile, hein. Non, mais voilà, faut. Si vous trouvez pas ça marrant la première page, vous ferez pas ça marrant pour le reste le truc de l'album. un truc avec des poissons aussi qui... Ouais, tout à fait. Donc bref, après, voilà, c'est très bien. Il y a effectivement, j'allais dire un peu plus d'épaisseur. Non, pas vraiment. Il y a juste un nouveau motif scénaristique qui va être de retrouver l'identité du Bear Fighter et de le rapprocher ça d'une sorte d'origine probablement mythologique avec les constellations Ursa Major et Ursa Mineur. Bon, voilà, ça, c'est un prétexte. Hein, voilà. Je pense pas que vous allez vivre une aventure trop transcendantale dans d'un point de vue philosophique. La lecture, voilà, la lecture de ces deux numéros. Mais c'est toujours marrant, c'est toujours dynamique, rythmé, et très con. Vous pouvez compter le nombre de fois où ils utilisent le mot bear pour faire un jeu de mots et vous dire, putain, ils sont vraiment trop cons. Donc ouais, non, moi, de toute façon, le premier m'avait vraiment beaucoup plu. Le deuxième aussi, confirme, voilà, en fait, c'est ça, c'est que le deuxième confirme la bonne impression du premier, de se voir que l'équipe, en tout cas que le Up n'a pas perdu aussi son goût de l'humour et de l'action à l'absurde, mais même le délire de, tu sais, d'avoir ce personnage qui arrive jamais à contenir sa colère dès qu'il voit un ours et qui parfois le pousse à commettre des actions mais horribles en fait. Le gars, il va vraiment taper il va taper sur des ours qui ont rien fait et tout. Et du coup, c'est voilà, il y a plein de moments comme ça qui sont complètement pétés, complètement absurdes et qui font vraiment plaisir en fait. Et je trouve qu'il va limite encore plus loin en développant la mythologie, tu vois, autour de ce monastère, autour des autres peuples qui habitent sur Terre. C'est que le premier, c'était vraiment juste le combat héros contre ours. Alors que là, il y a même plus un peu à la Rambo, on va le chercher et tout. Alors que là, c'est vraiment genre, mais du coup, on a créé cette personne, mais c'est qui, en fait? Qu'est-ce qu'on pourrait raconter de très con sur lui? Et du coup, ils ont trouvé des nouvelles idées. Moi, franchement, je trouve ça dommage. Bon, il y a le problème de la bite, qui fait que ce serait compliqué à faire en animation, mais à mon avis, un cartoon avec Shirtless, ce serait tellement une idée facile à faire et tellement facile à vendre aussi, que peut-être, si Cartoon Network nous écoute, non, il n'y a plus d'argent chez eux, que si Netflix nous écoute, pas l'animation. Et ben, si un studio nous écoute et veut faire une série animée Shirtless Bear Fighter, franchement, je pense que c'est l'évidence même. Ouais, c'est clair. Franchement, Bobby Pills, quoi. Ouais. Ah oui, tiens. Ça existe encore, ça? Et après, tu pourrais faire un crossover avec Pipoudou et ce serait beaucoup trop marrant, quoi. J'ai des trucs bizarres en tête, mais je veux pas savoir à quoi tu penses. Ouais. Donc, ouais. je vais laisser mon esprit vagabonder. Corentin, on est du côté de IDW maintenant, avec l'un de leurs premiers titres dans la nouvelle ligne Comixology, IDW Originals, qui a été monté par Mark Doyle, pas merci. Donc, ancien éditeur chez DC, qui a ramené avec lui, en fait, beaucoup d'artistes avec qui il aimait travailler pour monter cette ligne de titres en creator owned. Et notamment, le premier d'entre eux, c'est en fait le titre d'une anthologie qui s'appellera Dark Spaces, en fait, qui est chapeauté par Scott Snyder, le fameux, le célèbre, et qui, en fait, veut explorer un petit peu les pires recoins de l'âme humaine. Et en fait, il y a une première mini-série qui s'appelle donc Dark Spaces Whitefire, qui est écrite par Scott Snyder et qui est dessinée par Hayden Sherman. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de lui, Hayden Sherman, depuis Thumbs, je crois. On va en reparler juste après, en plus. Et en plus, on va en reparler juste après, ouais. Donc, artiste qu'on a découvert en France, alors que, en tout cas, que moi, j'ai découvert grâce à The Few, de Sean Lewis, justement, qui était le premier album sorti chez iComics, de Creator Owned, et qu'on a eu plaisir à suivre depuis quelques années maintenant, puisque il est bon, en fait, simplement. Je trouve que c'est un bon artiste qui réussit à adapter un petit peu ses styles en plus, parce que justement, on va parler d'un autre titre, et donc les deux séries qu'il a en fait en ce moment, qui se ressemblent pas des masses non plus, hein, d'un point de vue approche graphique. Et donc dans Whitefire, à quoi on s'intéresse? En fait, à un groupe de on va dire c'est des prisonniers en fait qui font des travaux d'intérêt généraux en fait en combattant des feux dans la forêt, des grands feux de forêt, et qui en fait vont monter un casse, puisqu'il s'avère que l'un des feux de forêt en fait dans la forêt, il y a la maison d'un des anciens patrons d'une de ces femmes, de ces apprentis pompières, et voilà, il y a un casse à faire, et donc elle décide de s'introduire dans la maison en profitant que toute la région a été évacuée, sauf que bien entendu ça va pas très très bien se passer, et on va plonger de plus en plus dans l'horreur. Il y a que 3 numéros, enfin il y a 3 numéros pour l'instant qui sont sortis, et clairement la situation va de mal en pis dans chaque numéro. Corentin, comment as-tu trouvé ça? Moi je trouve que pour le coup, d'ailleurs, c'est du bon Scott Snyder cette fois, tu vois. Je trouve que là c'est vachement plus agréable à lire que justement ces frasques 90s. Ouais. Si tu veux développer, n'hésite pas, mais après moi je
pense que je commence à être un peu usé par la lecture de Snyder, ce qui fait que je vois trop vite les grosses ficelles. En un sens, c'est bien, parce que effectivement, c'est plutôt bien dessiné déjà pour commencer. C'est très joli, les couleurs sont très jolies. Il y a un effet de hachure sur les visages pour donner un peu de contour, de relief, des expressions. Ça fait un peu Johannes Farr ou Yann Bertrand, je trouve. Ça fait très franco-belge en plus, effectivement. Et c'est un truc qu'on voit pas forcément tout le temps chez Sherman. Donc c'est chouette. Effectivement, l'utilisation du violet et du vert et du bleu aussi pour donner une charte graphique qui va répondre au jaune et au orange du feu, c'est plutôt intéressant. Ça crée un bon équilibre et ça favorise l'impression d'un univers horrifique en mouvement. Ouais. Maintenant, moi, il y a des trucs sur lesquels je tique. Déjà, Scott Snyder qui n'arrive pas à s'empêcher en fait de dire dès la première case, dès la première page, qu'en fait, il a eu cette idée en regardant un JT. Comme il avait fait pour The Wake où il avait dit je regardais le JT et là il parlait d'un grand requin blanc super rare et tout, je me suis dit tiens ça fait une bonne histoire, et là c'est pareil, tu vois, il commence par te donner en fait le cours sur ça marche comment un feu, tu vois, tu dis mais oui je sais comment ça marche un feu, merci Coco, ça va aller. Après le gimmick des cigarettes comestibles aussi, j'ai pas compris ce qu'il essayait de faire avec ça, et en fait après c'est plus l'accumulation, tu vois, de tropes qui font justement pour moi un peu bricoler. C'est-à-dire que t'as le côté elle, c'est l'image de mère, voilà, qui veut les guider et sauver les feux, etc. Le côté incendie, le côté extolard, le côté braquage, le côté bitcoin, puis le côté à l'intérieur de la maison, il y a encore un truc qui va se passer. Je trouve en fait ça fait un peu de ces une sorte d'empilage un peu superflu où tu vois apparaître des vrais tropes en fait. Tu vois, quand elle rentre dans la maison et commence à s'habiller un peu. Peut-être t'imagines vraiment la bande son en fait qui va avec, comme genre. Le montage, ouais. Donc tu vois le problème, c'est que en fait, je vois trop les ficelles de Snyder maintenant, à force de le travailler, je vois vraiment comment il construit son scénario. Mais effectivement, si on fait un comparatif par rapport à Noctera, par rapport à Undiscovered Country, We Have Demons, Undiscovered Country, Undiscovered Country, c'était quand même un peu mieux que ça, je trouve. Mais là, pour le coup, il y a quand même, effectivement, il y a une âme, il y a un souffle, il y a des personnages, une envie de raconter un truc. Et surtout, c'est vraiment beaucoup aidé par le dessin, qui donne bien ce côté horreur un peu surréaliste, qui t'embarque dans une atmosphère un peu malsaine, où tu sens le danger, où tu sens la potentialité effectivement pour chaque humain présent dans la pièce de montrer son pire jour. Et malgré ça aussi un côté vraiment très film de guerre, tu vois, parce que même si c'est des pompières, il y a vraiment ce côté ça s'appelle tout parlant de nom de famille, ils disent cover your six, on sera à la ATA, nanana. C'est vraiment un film de commando limite au Vietnam, tu vois, c'est-à-dire que c'est la jungle, enfin c'est la forêt américaine, ça pourrait être la jungle vietnamienne et ils vont braquer un bunker, tu vois. Donc ce côté solidarité et bande de soldats marche plutôt bien. Donc ça c'est plutôt chouette, je te dis. Et on a pris un bon choix de colorimétrie pour appuyer l'horreur que ça peut susciter dans des films comme Platoon, dans des films comme ça, tu vois. Donc, moi, je te dis, c'est un bilan plutôt mitigé. Si ça avait pas été écrit par Snyder, peut-être que je l'aurais lu différemment. Le problème, c'est que là, je suis obligé de voir arriver... T'as ta grille de lecture là-dedans. Bah, c'est à force de côtoyer un auteur, comme ça fait 10 ans qu'on lit du Snyder, tu vois. Donc, à force... on commence à connaître un peu. Mais c'est une horreur qui est différente d'American Vampire, c'est une horreur qui est différente de The Wake, qui assume de faire film de genre, je trouve vraiment, et les emprunts, c'est pour ça que je parle de film de guerre, c'est les emprunts à ce genre d'histoire qu'on avait peut-être déjà vu chez Matt Kint aussi récemment, tu sais, où il y avait 2 soldats au Vietnam qui suivaient une piste de cadavres et tout. Même, c'est un truc qui est très vieux, je veux dire, Aguirre et la colère de Dieu, ou Predator et tout. Les humains, ou même le premier Rambo, les humains qui s'enfoncent dans un contexte de jungle ou de forêt et qui peu à peu, en fait, au contact de la nature et des puissances de la nature, s'aperçoivent que, elles perdent peu à peu leur humanité et elles n'ont que elles-mêmes pour se rattacher à leur comportement humain normaux, tu vois. C'est pour ça que là, l'ajout, en fait, de l'élément dans le 3e numéro qui pose un autre débat, une autre situation, je trouve ça intéressant, mais là, ça fait plus chair de poule, ça fait plus Crip Show, tu vois, en mode genre, et vous feriez quoi à leur place, débat de moralité et tout, alors qu'en fait, ça pouvait tenir juste comme ça, en mode elles braquent, et après, elles vont se tirer dessus pour savoir qui remporte le butin, parce que leur instinct de dollar revient à la surface et tout. Alors que là, finalement, ça ramène une notion que je trouve, peut-être convenue, encore une fois, un peu plus... Ça détourne le propos d'un truc que je trouvais plus intéressant par rapport à ça. Après voilà, c'est comme d'hab, c'est Snyder, il y a toujours cet empilage. La fin justement du numéro où là on s'aperçoit qu'on va rentrer vraiment dans le film de guerre, mais pas comme on s'y attendait, tu vois. The Five Bloods aussi, pareil, un truc où justement on perd la santé à mesure qu'on avance dans la jungle. Donc voilà, je te dis moi bilan mitigé. Je pense que j'apprécierais de retrouver Sherman sur ce genre d'histoire là.
ailleurs, dans un autre contexte. Là, je vais le finir. Pour le coup, celui-là, je trouvais ça quand même pas mal. Ça me confirme que Sherman est un artiste très talentueux, que Snyder peut, quand il veut, essayer de faire un truc plus incarné, quand il prend les bons référents, et quand il va pas chercher à rendre hommage à des trucs nuls parce qu'il trouve que c'était bien lui. Ouais, puis il a vu que c'est Mark Dall qui bosse dessus avec lui. Je pense que ça joue, ouais. Et pas Will Dennis, qui est celui qui est notamment je pense qu'il écoute mieux les conseils de Doyle pour se canaliser et éviter de partir dans tous les sens. Peut-être que Doyle sait mieux le canaliser lui, en fait, parce que justement, il a plus l'habitude. Et c'est un peu eux deux qui se sont formés tous les deux chez DC après les New 52. Donc ouais, non, je te dis, et c'est agréable de pas voir Snyder avec son Capullo, quoi. Tu vois, c'est agréable de pas le voir se reposer sur, bon, voilà, c'est sûr que Capullo va faire une belle scène, donc je vais juste mettre de l'action et tout. Que là, justement, tu sens qu'ils s'apprivoisent un petit peu tous les deux, en mode qu'est-ce que lui pourrait donner. Ouais, puis même sur le découpage, Sherman a plein d'idées. Il y a quand même tu sais, c'est un moment avec des, dans le deuxième numéro, je crois. Toutes les lignes, là, comme ça. Qui sont là pour incarner un petit peu le côté crypto, justement. Ouais. Bon, ça, pareil, j'aurais pu me passer de la crypto. Moi, tu me dis, il y a un coffre-fort. Non, mais ça, tu vois que c'est les petits trucs que Snyder, il a découvert, qu'il a envie de placer dedans. C'est ça, tu vois, devant le JT, encore une fois, tu vois. Alors, sujet numéro 1, des grands feux en Californie. Sujet numéro 2, les millionnaires de la crypto découvrent ces nouveaux riches. Et tu vois, du coup, il te fait un grand gloubi-boulga. Bon, après, je te dis, moi, pour même sur la Snyder, je suis quand même assez content. Et même sur ses défauts d'écriture, sur la construction, a priori, de chaque chapitre de cette mini-série, qui s'articule aussi sur le découpage de, c'est quoi, les différents stades d'un incendie. Tu fais, ouais, Scott, je connais. C'est ça, tu vois, c'est vraiment ça. Mais c'est pour ça, mais par rapport quand même, c'est par rapport à justement à tout ce qu'on a pu tout ce qu'on a pu lire de lui récemment aussi, que là, ouais, c'est plus cadré, ça me semble plus propre aussi, et c'est pour ça que j'ai plutôt vraiment bien apprécié cette histoire. Surtout que il fait pas souvent des trucs avec des nanas aussi, en fait, en tant que personnages principaux, donc. We Have Demons quand même. Et Noctera, enfin ça vient quand même, petit à petit. Ouais, mais dans un. Tu sens qu'il a pris le bon tournant, quoi. Il s'est dit, tiens, vous voulez des nanas à Hollywood, bah ouais. Ouais, je pensais plus c'est vrai que t'as raison, en fait. Il fait complètement des persos féminins. Je sais pas, enfin là, je les trouve plus intéressantes, en tout cas. Et Harper Row, Arnaud Kikou. Oh oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ce grand personnage qui sera dans la série Gotham. Oui, c'est vrai. Gotham Knights. Harper Row, qui est un peu la meilleure création de Scott Snyder dans l'univers d'ici. Non, c'est le signal. C'est le signal. S'il te plaît, Arnaud, quand même. C'est le signal, c'est bien mieux. C'est pas le Bat Chappie? Bat Chappie, c'était pas si mal. Oh là là. Avec le recul. Et Gordon avec une Iroquoise. S'il te plaît. Ça, c'était pas ouf. Franchement, s'il te plaît. On est quand même passé par là, faut se le dire. Putain, c'est vrai. Ouais, mais l'hommage au Bat Labor était sympa. Allez, Corentin, on va terminer déjà ce Back Issues, puisqu'on va parler d'un titre qui est donc chez Image, retour chez Image Comics, avec Above Snakes. Voilà. Par-dessus les serpents. C'est ça. Donc un titre de Sean Lewis et Aidan Sherman, de nouveau donc l'équipe créative de The Few et de Thumbs, qui revient pour faire du western. Et du western, ma foi, plutôt brutal. On est plus du côté de Bouncer que de Lucky Luke, si les lecteurs de franco-belge nous écoutent. Lucky. Et de quoi ça nous parle, Corentin? Ça nous parle de Dirt, qui était un homme sympathique jusqu'au jour où des brigands qui sont au-dessus des serpents ont tué sa tendre et chère épouse. Et pendant ce temps-là, Carnot m'arrache le micro pour vérifier qu'il est bien branché, parce que ça fait des bruits parasites. Désolé pour ça. Voilà, donc sa femme a été tuée, et motif très conventionnel en fiction, il a décidé de devenir un renégat, un desperado, un vigilante qui traque la vermine dans un Far West extrêmement coloré, accompagné par une sorte d'ange de la mort, de compagnon de voyage, un vautour qui parle. Un vautour qui parle, un peu comme moi quand je fais des podcasts avec Arnaud, j'ai un vautour qui commande tout ce que je fais, enfin qui commande tout ce que je dis avec un ton très ironique et en parlant de cul. La métaphore est tout à fait trouvée. Merci. Donc voilà, différents numéros, un vrai esprit ontologique. C'est-à-dire qu'en fait, ce comic book, c'est une adaptation en comics de First Print. C'est ça, de notre relation à tous les deux. Sauf que ma copine n'a pas encore été tuée. C'est vrai. J'espère que ça n'arrivera pas parce que j'ai pas envie que tu te transformes en oiseau après et que tu me suives partout. Ni qu'elle meure d'ailleurs accessoirement. Donc, très particulier, anthologique, volontairement surréaliste. Ouais. On est vraiment sur un truc qui pourrait avoir été écrit pendant un trip de drogue. Ça ressemble un peu à du Jodorowsky, ça ressemble un peu, enfin, dans le rapport au réel, je précise bien, parce que c'est plus compliqué que ça. Ça fait aussi très franco-belge, je trouve, dans l'utilisation du dessin. Il y a des influences de Sienkiewicz dans certaines structures, de corps notamment, des épaules carrées ou des reliefs qui ne se trouvent pas. Donc voilà, au départ, il va zigouiller un proxénète, puis il va peut-être tomber amoureux d'une nouvelle meuf, puis en fait non.
Puis après, il découvre qu'il est pas le seul à avoir un ange de la vengeance qui l'accompagne partout où il va. Je sais pas si t'avais joué à ce jeu Shadows of the Damned. C'est le jeu de Shinji Mikami et Suda 51 et etc. Non, c'est un jeu dans lequel pareil la copine du héros a été envoyée aux enfers et donc lui il se balade pendant tout le jeu, il défouraille du strum, etc. Et il a un petit squelette qui l'accompagne, qui fait beaucoup de bacs de cul très souvent. Et c'est un peu le même genre de dynamique, parce que je manque d'exemples pour vous le donner, mais vous avez probablement vous-même d'autres. Sinon c'est comme Banjo-Kazooie. J'ai pas joué à Banjo et ah ouais Kazooie, non. Oh. À part sur Smash Bros. Personnage imblairable d'ailleurs. Mais t'as pas fait Banjo-Kazooie. Mais j'ai pas trop les jeux de plateforme en 3D moi en fait. Ouais, mais c'est l'univers, c'est justement Kazooie qui parle toujours et qui est toujours là pour qui est ultra sarcastique par rapport à tout ce que tu fais et à Banjo et tout ça, et vraiment c'est pour ça que ça m'évoque aussi ce genre de relation, et je pense que peut-être que si tu y avais joué tu t'aurais capté. Voilà, t'as aussi un côté ami imaginaire. Oui, tu vois. Mais en plus c'est horrible parce que je sais que j'ai lu et vu des trucs comme ça très récemment, mais ça ne me revient pas. Mais ou Ryuk dans Death Note, à la limite, non, c'est plus compliqué que ça. Bref, vous avez donc le gros relou imaginaire qui accompagne le héros en quête de vengeance dans une histoire qui va être très déstructurée, très dépouillée, où on va rajouter des données vraiment très absurdes. La réalité dedans est un rêve, est un fantasme, rien n'est vrai, tout est permis. The Cake is a Lie. The Cake is a Lie, tout est coloré, comme si ça avait été colorisé par Maurice à l'époque où il fumait encore des bédos. C'est vraiment très bien, c'est très beau. C'est vraiment très nihiliste aussi dans la façon dont ça approche le scénario, dont ça approche la fiction et les cow-boys et compagnie. C'est vraiment, on va dire, alors vraiment, en fait, moi je suis, ce héros-là, ma femme est morte, du coup je vais tuer deux méchants. Mais il te le dit vraiment face caméra, tu vois, en mode genre, il n'y a pas besoin de, tu vois, c'est pas chaud dans tel du tout. Hein. C'est vraiment, et puis dans la moralité, parfois c'est compliqué. Ah oui, bien sûr. Il y a aucune moralité. C'est le vrai grand Ouest, bien brutal, qui fait un peu Léon, si on veut, mais ce serait une sorte de parodie de Léon qui aurait tout digéré Léon puis qui l'aurait recraché en mode genre en fait je m'en fous, j'en veux pas, et qui après serait mis à fumer. Donc non, c'est compliqué de pouvoir en parler précisément. Je serais assez intéressé moi d'en parler avec directement Sherman et Lewis, parce que c'est une démarche que je trouve pas. À la fois c'est fascinant à lire parce que du coup il y a ce côté vraiment plus vrai que la vraie fiction, tu vois, c'est-à-dire que c'est vraiment un truc dans lequel tu peux t'embarquer, plonger dedans, c'est très immersif je trouve justement dans cet univers. Moi, j'ai lu hier soir assez tard et c'est vrai que j'étais en mode genre, wow, c'est fumeux. Et en définitive, je sais pas ce que je ressors encore. Tu vois, c'est-à-dire que comme c'est très nihiliste à la fois dans les codes de narration, dans l'envie de se foutre de la gueule des tropes de ce genre-là, même au point que l'oiseau va vraiment faire une danse rituelle de baise avec un petit chapeau, alors que juste un numéro plus tôt, on t'explique que c'est un peu l'ange de la mort et tout. Même le héros, tu vois, on te dit que c'est un peu une sorte de grand bagarreur qui tire sur tout ce qui bouge, etc. Il a pas une grande scène d'action pour le moment. C'est plus sa volonté, de sa détermination qui va régler le truc. Et oui, moralement, il y a aucune règle. À tel point d'ailleurs que même l'idée qu'il fait ça pas pour venger sa femme, parce que c'est une façon pour lui d'exister dans ce monde compliqué, on te le dit. C'est-à-dire qu'il te dit vraiment, en fait, si un jour tu la vengeais, t'aurais plus rien à foutre, donc t'es heureux de pas la venger. Tu sais, on te donne tous les éléments comme ça. Donc du coup, c'est compliqué de serpenter entre l'intention, l'adresse et en même temps le voyage. Tu vois, parce que c'est vraiment un voyage dans la tête, on va dire, de ce gars-là. Donc moi je trouve ça assez fascinant. Ça, c'est vraiment pour le coup je sais pas si c'est une claque, c'est plutôt une sorte de lifté, tu vois, genre ça, hop là, je sens que ça frôle ma joue. Je sais pas si elle m'a vraiment touché ou pas, tu vois, parce que je trouve que c'est l'air qui m'a touché, je ne sais pas. Mais donc c'est une sorte de claque, c'est une claque indécise. Du coup il faudrait que j'ai vraiment tout l'album. Ça veut dire combien de numéros d'ailleurs? Eh bien je ne sais pas. Merci Arnaud Kikou, rédacteur en chef de comicsblog.fr et de firstprint.fr, le meilleur de France. Qui donc je peux pas avoir toutes les informations à chaque instant non plus. Et ce qu'il faut préciser, c'est quand même que au-delà de toutes ces considérations western kafkaïen, western surréaliste, western dadaïste et compagnie, ou même simplement western désabusé, c'est vraiment encore une fois une leçon de dessin de la part de Sherman qui arrive à changer de style justement par rapport à Wildfire. Exactement. On retrouve du coup son utilisation du violet qui est quasiment la même que sur Wildfire, mais par contre c'est complété par des bleus, par des rouges qui sont même merveilleux quoi. Enfin c'est vraiment très 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 beau. Et c'est encore une fois une façon de casser l'axe central dans un dessin. Il a un découpage qui à la fois va brutaliser certains moments qui devraient être plus normaux, et en même temps qui va rendre très bizarre ou très inhabituel des séquences qu'on aurait pu imaginer différemment. Donc non, c'est vraiment un maître dans ce qu'il fait.
Moi, je suis vraiment très content de ce truc-là, même si j'aimerais vraiment qu'on m'explique quelque part, qu'on m'explique déjà ce qui se passe, mais qu'on m'explique vraiment qu'est-ce qui va être le vrai propos fédérateur de tout ça, parce que moi, ça me va en fait juste de suivre un petit peu ces errances en fait, et qu'à et de façon presque procédurale en fait, à chaque épisode, chaque numéro, t'es son petit personnage qui intervient où le mec a buté, et que il n'y ait pas forcément de fil rouge, puisque justement le fil rouge, de toute façon, on dit que c'est presque un prétexte. En fait, c'est le prétexte pour te raconter ses aventures, mais t'as aussi cette façon de narrer très particulière les premières planches à chaque fois, parce qu'il y a un narrateur extérieur en fait qui est censé te raconter l'histoire aussi, et de dire qu'en fait que c'est lui qui va t'imposer en fait. Il dit même que Dirt croit être le héros de sa propre histoire. En fait, il l'est pas. C'est quelqu'un d'autre qui va raconter les choses. Et moi, ça me va en fait. C'est là où je suis pas d'accord, c'est qu'il y a aussi un propos sur la condition humaine dans ce truc-là. Tu vois, c'est quel côté l'allégorie être au-dessus des serpents, tu vois, on ne dit pas vraiment ce que sont les Hob Snakes, on dit juste qu'il y a un gang qui serait les Snakes, et les Hob Snakes seraient, entre guillemets, au-dessus de ce gang-là, mais on dit quelque part, c'est aussi une sorte de statut d'élévation, pas forcément juste social, mais aussi spirituel. Il y a vraiment de la spiritualité là-dedans, tu vois, et j'aimerais bien comprendre, parce que tu vois, quand il rencontre le troisième mec, enfin le deuxième mec qui est comme lui, et qui limite lui dit, en fait, toi, t'es même pas à mon niveau, alors que, imagine ce que moi j'ai perdu, tu vois. Et donc il y a un côté un peu... je pense que c'est une réflexion par rapport au protagoniste de fiction d'un western. Tu vois, en mode genre, une fois que tu le strippes de toutes ses convenances habituelles, la bonne musique, l'héroïsme, etc., qu'est-ce qu'il en reste? Parce qu'il n'est pas héroïque pour dessous. Il n'est pas romantique, dans le sens où lui-même ne croit plus à l'amour. Et comme ce que lui dit l'oiseau, si tu retrouvais une meuf, tu serais heureux, donc plus de voyage, plus d'aventure et tout. Son meilleur ami, sidekick, bah, à la fois il le déteste, à la fois il l'aime, à la fois il lui dit qu'il l'aime et tout. Donc je sais pas exactement, vraiment, je dis pas, je veux pas savoir où ça va en termes de chute. J'aimerais bien savoir ce que Lewis a considéré de faire avec cette histoire-là. Déjà, c'est une bonne nouvelle que je me pose la question, parce que pour l'instant, le reste me paraissait, les autres numéros qu'on a évoqués dans cette histoire, enfin, dans cette série me paraissaient assez clairs. À part Cantwell avec Briard, j'aimerais bien voir un peu pareil où est-ce que ça va aller. Mais non, pour le coup, moi j'avais détesté Thumbs. Graphiquement, je trouvais je trouvais ça imbuvable graphiquement. Hein. Ah ouais? Je trouve ça quasiment illisible. C'est le gris rose là. Ah ouais, ok, marrant. Déjà de base, c'est pas des palettes de couleurs qui se répondent très bien, je trouve. Et le propos technologique me paraissait superflu, mais vraiment superflu. Là, on va vraiment dans une réflexion que je trouve beaucoup plus dense, beaucoup plus intéressante, et vers ce côté effectivement un peu surréaliste qui me parle forcément. Très bien. Bah écoute, très bien. Oui, merci, c'est gentil. Hein, je fais ce que je peux, tu sais, c'est rien du tout, 3 fois rien, c'est vraiment un peu d'improvisation, une réflexion un peu considérée. Tu vois, voilà, c'est donc... en fait, il faut lire 2 fois chaque numéro pour se former son avis, et après, tu listes un peu les arguments que tu vas dire dans le podcast, c'est de t'en rappeler ensuite. Voilà, c'est la méthode de travail de Corentin de First Print. Notez-la chez vous. En fait, je me moque parce qu'Arnaud, du coup, est en train de trier son feedly pour voir si les news sont tombées. Pas du tout. Je vérifiais bien qu'on avait terminé le programme de ce Back Issues. Effectivement, je vois le listing et on en a terminé. Donc, Above Snakes, ça c'est 3 numéros déjà qui sont publiés chez Image Comics. Oui. Et ma foi, on a fait le tour de ces petites sorties. Donc voilà, que de l'indé et quasiment que du bon. En tout cas, du passable et du bon. Il n'y a pas de mauvaise découverte parmi ces titres. Et donc, avec les possibilités pour certains ou d'autres de voir arriver en VF tôt ou tard. Donc, on vous tiendra au courant. Est-ce que tu veux faire des pronostics? Tu vois, genre Vanish, pour moi, c'est Delcourt. Vanish, c'est sûr. Old Dog, ça pourrait être Urban. Ouais, je le verrai chez Urban. Ah, Briard, par contre. Briard, 404, non? Ah non, c'est vrai qu'il y a une petite bataille pour Cantwell maintenant. Oui, mais pas chez qui tu le verrais de façon. Moi, je pourrais voir ça chez Beaujouan. Ouais. Briard. Vu qu'il a fait un gros push avec Everything, après, c'est peut-être moins facile de faire un rebond entre les deux. Ouais. Sinon, Panini, peut-être. Oui, remarque, Boom, c'est vrai. J'ai fait chez Panini. Ouais, c'est ça. Bloodshot, c'est chez Bliss, voilà, ça y a pas de question. Shirtless, il faudrait que ce soit chez iComics vu qu'ils ont fait le premier. Dark Spaces, pareil, Scott Snyder, Delcourt. Non, ah oui, c'est vrai qu'ils ont récupéré Noctera. Ils récupèrent tout Scott Snyder en indépendant. Oui, non, mais seulement je suis le truc de Comixology, là, c'est pas la même chose. Oui, mais là, même par rapport au truc, je le verrais plus. Moi, je verrais peut-être pas si mal, chez Urban, pour le coup. Ah ouais? Et dites-nous dans les commentaires, Urban. Et Above Snakes, pareil, iComics, puisque c'est lui qui a fait The Few, donc, je pense que c'est son école, entre guillemets. Donc voilà. Après, c'est des pronostics, hein. Ça veut pas dire que ça se fait. Non, c'est tout. On a le listing, on va le mettre en pièces jointes. Non, c'est vraiment nos pronostics sur ce qu'on connaît des stratégies éditoriales et des affinités, et aussi de ce qui a déjà été publié, mais ce n'est pas dit. Enfin voilà, parce que le comics indé, vous savez aussi comment c'est la situation en France, donc c'est même pas dit que simplement que les éditeurs en question aient envie de mettre des billes pour des titres qui ne se vendraient pas forcément. Et vous avez entendu
le chat miaulait dans le micro. Bravo, Corentin. Merci, c'est un challenge. Et donc, on vous quitte là-dessus. Oui. On espère que l'émission vous a plu. N'hésitez pas à nous dire quelles ont été vos dernières lectures en VO, ou si vous comptez aller, rajouter certains des titres qu'on a évoqués dans votre liste à surveiller ou dans votre liste à lire. Après nous avoir écoutés, en tout cas, vous pouvez répondre donc dans les commentaires sur notre site, partager le podcast sur les réseaux sociaux et bien entendu, vous pouvez aussi nous aider financièrement sur la page Tipeee qui est ouverte puisque c'est ainsi que nous pourrons continuer de faire ce podcast et d'alimenter notre flux avec autant d'émissions puisque ça nous donnera les moyens de continuer de le faire puisque tout ça nous coûte beaucoup. En tout cas, merci de nous avoir écoutés et on vous dit à très bientôt pour le prochain podcast. Salut! Salut!